Bienvenue dans Pas de bullshit que du cash. Bon, le titre veut tout dire, hein. Le but, c'est que on parle business, on parle d'expérience sales et on essaie de prendre un maximum d'informations de ce que tu as dans la tête pour réussir à en bénéficier de notre côté. La vérité, c'est que tu sais, hein, il y a deux types de commerciaux, ceux qui performent, ceux qui performent pas. J'ai pas mis de middle. Hein. Hop, tu performes ou tu performes pas. Et le but, c'est d'en discuter avec toi là pendant une trentaine de minutes et d'avoir tes retours et ton expérience. Avec plaisir, Dorian. Merci déjà de me faire jouer cet exercice avec toi. Pour démarrer, Walter, présente-toi. On veut tout savoir sur toi. Non, je vais être très simple. Walter Rosa, je suis coach diplômé et formateur commercial. J'ai décidé de vouloir transmettre à un maximum de personnes ce que j'ai pu apprendre, ce qui a fait que j'ai extrêmement bien réussi ma carrière de commercial. Et en fait, je continue d'en apprendre quotidiennement parce qu'on est son propre commercial. Donc voilà, mon objectif, j'en ai deux, c'est de permettre un maximum de déclics. Moi, ce qui me satisfait le plus, c'est quand je sors d'une salle ou d'un coaching et que les gens me disent, je vais le tester, donc je vais passer à l'action. Ça, c'est le kiff absolu. Et le deuxième, c'est de toucher un max de personnes, non pas pour sortir d'ici et dire j'ai fait Vini Vidi Vici, mais plus parce que j'ai pas eu la chance, quand j'étais en entreprise, de pouvoir former plus de monde. J'étais limité aux effectifs de l'entreprise. Et comment tu es tombé dans la vente? Comment je suis tombé dans la vente? En fait, j'ai fait des études quand j'ai quitté le bac. J'étais avec mon meilleur pote de l'époque. Il était passionné d'histoire et moi, j'étais presque très passionné de géographie. Et donc, je me suis dit, on va faire comme le copain. Tu sais, on a tendance à suivre les copains ou ce qui se fait de bien. Et donc, on va à l'université de Créteil, Paris 12. Lui, il fait un DUG spécialisé histoire et moi, je fais un DUG spécialisé géographie. Alors, lui, il abandonne au bout de 3 mois et moi, je suis quelqu'un de très collectif. Quand il a abandonné, ça m'a, merde, j'ai plus celui qui est avec moi pour le faire. Donc, je vais au bout, j'obtiens l'une des meilleures notes en climatologie parce que je voulais être climatologue des écuries de Formule 1. Mais finalement, j'aime pas, le petit casse. Mais j'aime pas du tout la fac. C'est personnel. J'ai rien contre la fac en elle-même. C'est le système comment t'es lâché dans la jungle à ce moment-là. Et donc, je décide de m'orienter vers un BTS après une discussion avec un pote qui s'appelle Willy. Je reconnaîtra peut-être. Je lui enverrai le lien. Et je décide de me lancer dans un BTS. À l'époque, le NRC. Ça vient de passer de force de vente à NRC. Et ensuite, on sait qu'ils l'ont fait passer. Voilà. Mais ils l'ont fait passer en NDRC. Je fais une première année dans une école, ça se passe correct, mais je vois le programme d'une personne que je rencontre dans son autre école en NRC. Je dis, mais attends, c'est bon, vas-y. Je fais ma carrière, je recommence ma première année avec eux. Je vais là-bas, je fais les 2 ans et arrive quasiment à la fin des 2 ans. De graves problèmes personnels, mais pas qui me touchent moi, qui touchent la famille. Père, mère, sœur, mon premier amour qui à ce moment-là me fait des trucs salastres. Donc, je décide de me dire, c'est bon, stop. J'ai plus la force, le mindset, la mentalité pour continuer les études. J'étais en alternance. Et je vais dans un salon pour déposer des CV. Et en sortant du salon, je tombe sur un stand de l'armée. Je fais 5 ans dans l'armée et je reviens après l'armée parce que je décide de pas rester parce que c'est malheureusement en termes de salaire et de vie sociale, moi, ça m'avait beaucoup impacté. Je reviens dans le commerce et là, j'explose tout. C'est l'armée qui m'a permis d'aller chercher cette façon de travailler qui a fait qu'après, je suis revenu dans le commerce. Tu vois, j'y suis tombé par des discussions, j'ai lâché, j'y suis revenu et j'y suis toujours. Armée, tu as fait armée de terre? Armée de terre française, 5 ans, à Nîmes. J'étais sergent, donc c'est l'équivalent d'un manager, c'est les premiers grades dans les managers. Et dans les transmissions, la particularité des transmissions, c'est qu'ils ont une devise qui est l'arme qui unit les armes. Donc c'est comme si je te disais un manager dans une entreprise, c'est l'homme qui unit les hommes. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça t'a appris l'armée sur la gestion d'une équipe? Ça m'a pas appris, ça m'a appris plein de choses, mais ce que je vais te dire, ça me l'a pas appris, ça me l'a confirmé et développé. C'est la force du collectif. En fait, j'ai eu la chance d'aller en Côte d'Ivoire en plein conflit. Donc, c'était en 2011, Ouattara Gbagbo, problème d'élection, Ouattara gagne, bref. Gbagbo doit sortir, il sort pas. Donc, on est projeté avec ma section. Il s'est passé plein de choses, dont une qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on a dû récupérer 7000 à 8000 ressortissants, si mes chiffres sont bons, hein, si je me trompe, tant pis, mais c'est l'image, le souvenir que j'ai. Et il fallait construire des tentes, enfin les monter, les tentes, sur le terrain de foot, partout, dès qu'on pouvait à un endroit mettre des tentes, et on a passé des fois des jours et des jours et des jours. Et en fait, c'est les moments où tous tes soldats, là, il n'y a pas de discussion, on y va, on baisse la tête, on réfléchit pas, on le fait. Et à la fin, en fait, tu en reviens presque à, quand tu as fini de monter une tente, à te prendre dans les bras et à te dire, putain, c'est cool, les gars, on est bon. Et les gens viennent te voir, les ressortissants. Donc, eux, ils vivent un drame complètement différent par rapport à toi. Et ils te prennent dans les bras, ils te remercient. Et là, tu dis, waouh, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'apportais ce truc. Et donc, c'était grâce à toute cette équipe avec qui on était pour le faire, parce que j'avais beau être sergent, il fallait mettre la main à la pâte. Hein. Et moi, ça, c'est pas un sujet, mais tous les jours. Et en fait, c'est cette espèce de à quel point ensemble on pouvait faire des trucs extrêmement importants pour les autres. Et j'avais pas conscience de ça à l'armée. Et je m'en suis rendu compte aussi dans la relation client pour te faire éventuellement une passerelle, mais c'est peut-être le truc qui m'a le plus transmis. J'étais très collectif, très ami, très tout.
mais je ne me rendais pas compte du bien qu'on pouvait faire autour. Tu avais combien de personnes dans ton unité? Alors, moi, sous mon Sous toi, manager, sous ta responsabilité. ouais, 8. C'est la règle dans l'armée, c'est 8, suivant les armes où tu es. Alors, les armes, c'est pas les armes, hein, c'est la 2, c'est Ouais. transmission, cavalerie, infanterie. 8 personnes sous mes ordres, et dans la section, on était 23 ou 24, j'ai un doute. Mais c'est pas grave. Quand on parle d'armée, ça m'intrigue beaucoup, ça m'a toujours intéressé. Et récemment, j'ai même fait participer une ancienne personne aussi qui a fait quelques années à l'armée, qui a vécu quelques guerres, pour partager son expérience auprès de ma boîte et pour expliquer c'est quoi l'esprit d'équipe, c'est quoi les difficultés rencontrées, quand il y a des moments difficiles, comment on réussit à s'en sortir ensemble. Et j'ai trouvé que c'était un des pitchs les plus inspirants que j'avais eu. Bon, si ça intéresse des personnes, je pourrais mettre le lien dans le commentaire de la personne ou son Insta, mais c'était hyper cool. Donc, d'où les Ouais, mais questions que je te pose, c'est un sujet qui m'intéresse, quoi. Ah non, mais et puis, tu sais, je me suis pas rendu compte à quel point, je dis pas aux gens de postuler armée, hein, mais à quel point armée dans mon CV après, c'était une frappe. C'est impressionnant. Ça a eu un impact unanime en termes de tous les RH que j'ai rencontrés. Ah c'est hyper bon à savoir, parce que c'est vrai qu'il y a parfois des personnes, elles se posent la question de qu'est-ce qu'elles peuvent faire après, ou comment ça va être perçu, et ça peut être hyper intéressant pour des personnes. Là, j'ai envie de te challenger un peu, ou d'avoir tes insights, Walter, sur comment performer en tant qu'SDR. Selon toi, qu'est-ce qui fait la vraie différence entre un SDR moyen ou un mauvais et un top performer? Parce que tu en as vu beaucoup maintenant des SDR, Ouais. et tu dois avoir ta petite idée. Ouais, particulièrement. Mais en fait, j'ai envie de te dire un truc, mais qui touche tous les postes commerciaux, que pas les SDR, qui touchent les AE, qui touchent les grands comptes, qui touchent plein de choses. Il y en a une particulièrement, je vais t'en donner une qui pour moi me parle directement, et je vais t'en donner une qui permet aux gens aussi d'avoir quelque chose de différenciant. Pour moi, c'est la capacité à être tenace, mais dans un sens qui a fait que j'ai réussi, moi, ma carrière on peut dire SDR, parce qu'à l'époque, là, c'était pas le titre SDR. Mais ce qui a fait que j'ai réussi, c'est qu'en fait, j'avais tellement goûté au non-confort à l'armée de la situation dans laquelle j'étais, que n'importe quelle situation m'aurait permis d'exceller. Tu sais, quand tu dors dans la jungle là, avec des branches sous le dos parce que tu n'as pas un duvet gonflable, épaisseur, Décathlon, ça marche pas, ça, hein, c'est pas les bonnes couleurs. T'étais pas en 5 étoiles? T'avais pas le petit-déj le matin? J'étais en 876 étoiles tellement c'était beau là-haut. Mais c'était que là-haut. Mais non, je vais te dire un truc, c'est cette capacité à savoir, à prendre conscience du confort qui nous est donné et qu'on pourrait avoir des situations tellement pires. Je te donne un petit détail. Des fois, j'accompagne des boîtes où les gens me disent « Ouais, mais bon… » Et en fait, ils sont dans de l'élevage. Et je leur dis « Mais vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas en train de faire de la chasse, là? On vous fournit des leads qualifiés. » Ils n'ont pas cette conscience. Et c'est normal parce qu'ils n'ont pas fait de chasse. Donc, pour moi, je dirais cette capacité à se rendre compte à quel point tout ce qu'on te met à ta disposition, tout ce qu'on fait pour que tu réussisses, et que dès qu'il y a un sujet, tu es capable, certains profils sont capables de nous partager les problèmes. Alors que c'est là, pour moi, la différence, ça va jouer dans la capacité à comprendre le confort que tu vis, et donc à être force de proposition. Donc ça, tout le monde connaît, on l'a déjà entendu 150 fois, mais c'est se rendre compte de la chance qu'on a. Et pour ça, beaucoup en ont conscience dans 2 cas de figure. 1, aller voyager dans un autre pays, sans en citer aucun, parce qu'il y a plein d'exemples. 2, tu vois des commerciaux des fois qui changent de boîte et qui reviennent. Parce qu'ils se sont rendus compte de cette baisse de confort qu'ils ont eue. Ce n'est pas qu'une question de salaire. Ils ont peut-être touché 10 000 de plus à l'année. Mais ces 10 000 n'ont aucune valeur concernant les conditions que tu avais avant. Donc, je dirais, c'est d'avoir la capacité de comprendre les conditions qui sont mises à ta disposition et de te dire que déjà, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Donc, c'est vraiment ce sens du confort. Tu vois, moi, j'avais accepté à l'époque d'Ivancy de reprendre des développeurs. Il y avait des développeurs qui étaient partis. Alors, ce n'est pas des commerciaux. Et ils ont voulu revenir après quelques mois en me disant écoute, Dorian, on s'est trompé. On pensait que ça allait peut-être être mieux, mais finalement, on s'est rendu compte de ce qu'on avait perdu. Est-ce que tu nous acceptes à nouveau? Et je les ai repris. Je les ai repris. Et on m'avait posé la question, on m'a dit Dorian, mais pourquoi tu fais ça? Parce que ça veut dire qu'en fait, on peut partir, on peut revenir, c'est un moulin. Et je leur ai dit non, c'est intéressant. En fait, déjà, 1, on a le droit à l'erreur. 2, la personne qui revient, elle va être d'autant plus motivée parce qu'elle sait ce qu'elle avait perdu une première fois. Et 3, ça montre même aux autres personnes de l'équipe, en fait, qu'il y a quand même une bonne culture d'entreprise et un bien-être chez nous. Donc, c'est pas anodin de laisser des gens revenir. Donc, c'est vrai que la troisième porte que tu as ouverte, elle est très intelligente pour le côté branding, pour le côté entreprise, pour le côté RSE, tout ce que tu veux. J'ai malheureusement été dans des boîtes où, en tant que manager, des anciens collaborateurs voulaient revenir et je ne pouvais pas les recruter, même si j'étais favorable, je ne pouvais pas les recruter. Et j'ai toujours dit, mais vous avez l'exemple parfait du mea culpa, j'étais bien.
Tu vois, ça peut être deux voies, ça peut être vous étiez très bien et j'ai besoin de me sentir bien et je me suis rendu compte que chez vous, finalement, en fait, je me plaignais alors que tout allait bien. Bravo déjà, Dorian, en toute franchise, d'avoir fait ça parce que justement, je le dis et c'est pas du tout mon école, ma façon de faire. Il y a un espèce d'ego qui est mis quand tu dis à une personne de ta hiérarchie ou d'un autre service qui a étudié, ah tiens, j'aimerais bien reprendre Dorian qui est parti il y a 6 mois. Les réponses que tu peux avoir, je laisse les gens imaginer, tout le monde connaît. Mais c'est ça qui, moi, je trouve ça dérangeant, alors que des fois, tu peux entendre juste une personne te dire, est-ce que tu penses que c'est vraiment la bonne décision? Oui, je le pense, et si tu veux, je m'engage à te garantir que ça se passera bien. Ok, bah vas-y, go. Et en fait, c'était cette espèce de, si c'est comme avec le commerce, cette espèce de je pense avant d'avoir eu quelconque avis, et plutôt je te fais confiance, vas-y. Donc, Clairement. à quelqu'un qui revient, allô, putain. Ça envoie un message fort. Hein. C'est extrêmement en termes fort. d'image de marque, c'est incroyable. Et tu vois, ce que je me suis rendu compte, c'est que les personnes étaient encore plus impliquées dans la boîte. Tant mieux, parce que c'est ce qu'on pense qui peut se passer aussi quand on pense de façon positive. Ça peut arriver que si finalement la motivation ne revienne pas, il n'y a pas ce petit déclic. Et ça peut... Mais justement, c'est quand tu l'as décrit, j'allais te demander et comment ça s'est passé après avec eux. Donc mieux. Super bien. Mais en fait, ça se passait déjà bien. C'était déjà des bons éléments. C'est juste qu'ils se sont dit, potentiellement, je vais pouvoir toucher un peu plus de salaire ailleurs. Peut-être le produit va plus m'intéresser. Peut-être les gens, ça va un peu plus le faire. Et finalement, en fait, au bout de quelques mois, tu peux te rendre compte que, OK, peut-être tu as gagné 2 ou 5 cas de plus sur ton salaire, mais ça ne fait pas tout. Et tu peux te poser la question après de revenir en arrière à un salaire moindre. Je suis très content de t'avoir dit le mot confort, alors, parce que c'est exactement ça pour moi. Parce que la majorité des gens qui changent d'entreprise le font pour une bonne raison. Ça peut être le N+1, on entend souvent parler, le N+2, la politique, la nouvelle structure de l'entreprise. Il y a plein de sujets, hein, il y en a des tonnes. Mais en fait, si la personne revient, c'est souvent qu'elle se repositionne par rapport à ce qui compte vraiment. Alors qu'avant, elle était peut-être dans un moment émotionnel très fort et de se dire « Oh, vas-y, je suis sûr que les 10 000 euros, c'est cool. » Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas toujours une question d'argent. Ouais, je te rejoins. Voilà. J'ai une autre question à te poser. Dis-moi. En fait, ce que j'ai envie de comprendre, c'est la meilleure pratique que tu recommanderais à un SDR qui démarre. Donc, admettons que moi, je démarre en SDR, je viens de voir et je dis Walter, qu'est-ce que tu ferais à ma place pour performer? Alors, je veux performer. C'est quoi les conseils que tu me donnes? Alors, je t'en donnerai un qui est celui ce que je peux l'appeler le cerveau brûlé. C'est une petite joke militaire, on appelait ça les crânes brûlés ou les têtes brûlées. Et pas vraiment les têtes brûlées, les crânes brûlés, c'est un régiment dans l'armée qui porte ce nom. C'est ce côté, réfléchis pas. C'est-à-dire, prends ton téléphone. Et je vais plutôt que te donner un conseil, je vais aussi te donner une image de ce qui fait que les gens ne réussissent pas. C'est-à-dire que je vais te dire, prends ton téléphone et appelle, puisque c'est ton outil de travail. D'accord? Et si tu veux ne pas réussir, on m'a posé une question véridique en plus. C'était, attends, bouge pas, je regarde mon agenda, j'ai un doute sur jeudi ou vendredi. Jeudi. J'étais jeudi 11 septembre dans une boîte. Et il y avait des nouveaux. Et on m'a demandé de ne pas les former pour l'instant parce qu'il fallait qu'ils prennent vraiment leur marque. Ils viennent me voir à la fin de la journée, ils me disent, ouais, dis-moi, quand est-ce que tu pourras nous former? Je dis, ça, il faut voir avec Kevin, c'est leur chef. Et ensuite, ils me disent, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire en période d'essai pour au moins s'assurer une tranquillité après? Je fais, écoute, je vais te dire les 4 choses à surtout pas réaliser. Et donc, je leur dis, si tu veux vraiment foirer, prends ton temps entre les appels. Lâche dès la première objection. Donc, le premier conseil que je te donnerais, c'est débranche ton cerveau. Et c'est ce que j'ai fait au porte-à-porte d'ailleurs quand j'ai commencé après l'armée. J'ai fini premier commercial de France sur 250 commerciaux. Le troisième mois, je suis passé manager au bout du 4e. En fait, dans le porte-à-porte, il y a un concept, c'est qu'au début, tu rentres chez les gens, ils ont telle nationalité, telle culture. Moi, je m'en foutais royal. À l'armée, j'avais de tout, on y va. Vas-y, c'est pas la religion qui compte. Et au bout d'un moment, au bout de 2 mois, 3 mois, mes chiffres étaient toujours bons, mais je me rendais compte que j'avais moins de performance. Parce que j'arrivais devant une porte et je voyais la nationalité de la personne, ou en tout cas, j'imaginais, et je me disais, parce que le dernier de cette nationalité, ça ne s'était pas passé. Et en fait, j'avais reconnecté mon cerveau à il s'est passé ça, à des comparaisons. Donc, le premier conseil que je te donnerais, Dorian, pour réussir en tant qu'SDR, c'est arrête de réfléchir, prends ton téléphone, dis-toi que chaque minute compte. Okay. Mais c'est un conseil très simple parce que justement, l'inverse, en fait, ce qu'on va regarder quand tu démarres, il faut te mettre à la place de ton manager. C'est ce que je dis toujours, réfléchis comme lui. Parce que lui, quand il va évoluer, on va lui demander qui est-ce que tu veux faire évoluer. Il va faire évoluer celui qui lui prouve le réfléchir le mieux comme lui.
pour anticiper les futurs sujets. Je te dirais, qu'est-ce que ton manager il va regarder? Si tu es à l'heure, tu veux que je te donne le conseil d'être à l'heure? S'il te plaît, merde, putain, non, pas ça, s'il te plaît, Dorian. Le deuxième conseil, ton manager, il va regarder quoi? Les premiers chiffres, pas le closing d'entrée de jeu, il va regarder à quel point tu passes du temps au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il va préférer voir un gars qui crame du lead pour le faire perfectionner en savoir-faire qu'un gars qui crame pas beaucoup de leads et qui n'a pas beaucoup de chiffres et devoir lui expliquer qu'il faut prendre le téléphone. Donc, ton manager aura besoin de voir que tu es déterminé et acharné au travail. Et après, on t'apprendra les techniques et après, tu monteras en compétences. Et toi-même, tu vas te faire tes propres expériences qui vont être beaucoup plus bénéfiques qu'un conseil. Tu penses qu'il faut combien de temps pour se dire, OK, bah, j'ai passé ma phase d'onboarding, là, je suis bon, en tout cas, je pense être bon et je peux démarrer. Je pense que le laps de temps, il est de combien de jours, de semaines Je vais te répondre un truc pour te répondre, comme je le fais avec mes clients. Je vais te répondre un truc qui est entre 2 semaines et 1 mois. Mais attention, je mets des pincettes. Parce qu'en fait, je ne suis même pas forcément d'accord avec le 2 semaines, 1 mois pour la simple et unique raison. B2B, B2C, long terme, court terme, qu'est-ce que tu vends? Parce que si tu vends un truc qui met 3 mois à se décider, ce n'est pas au bout de 2 semaines que je vais voir si tu es bon. Donc, ça va dépendre. Chaque entreprise doit tenir compte du cycle de décision, le temps que va prendre un acheteur, un décideur, pour valider le projet. Parce que je l'ai vu trop fréquemment, des gens s'acharner, ne rien signer, se faire sortir après la période d'essai, tu reprends leur dossier, tu appelles le décideur et dis bah oui, c'est bon, il nous restait juste 1 semaine pour valider, mais c'est bon, on va avancer. Et donc toi, tu fais ouais, c'est moi qui ai signé, c'est moi qui ai signé. Non, c'est l'autre qui a fait tout le travail en amont, sauf que vous ne lui avez pas laissé la chance de clôturer. Là, j'ai placé un commercial dans l'entreprise il n'y a pas longtemps. C'est exactement ce qui s'est passé. La RH, elle m'appelle, elle me dit écoute, il est sympa ton gars, mais pas ouf. J'ai dit fais-moi confiance. Fais-moi confiance, je viens de former tes commerciaux 1 journée. C'est l'équivalent de son salaire sans les charges. Je t'offre la journée. Fais-moi confiance, il est bon. Par contre, s'il réussit, là, je te facture la journée. Tu veux le résultat ou pas? Ouais, je prends le doute. Il a réussi, mais j'ai quand même pas facturé la journée. Ah ouais? C'est une boîte avec laquelle j'ai un lien extrêmement fort. Et là, Ok. pour te dire, la DRH, c'est une pote. Enfin voilà, tu vois, le lien n'est pas un lien professionnel. On partage des choses vraiment très, très personnelles. Donc, parce qu'elle m'a, voilà, il y a ce sujet où elle aussi, elle a quand même posé sa confiance sur la table pour pas être vulgaire, et elle a dit au directeur, Walter assure, je lui fais confiance. Et il est Et deuxième de la boîte, donc sur combien d'SDR? 33, 30, Ouais, bon. ouais, 33 ou 32. Ouais, bah, Parce que je les c'est forme bien. en 4 groupes et ils sont 8 à chaque fois. Et pour se souvenir, il y a un groupe, ils sont 9, donc c'est 33. Je comprends ce que tu me dis. J'ai une question. Tu arrives, pareil, tu es en phase d'onboarding, tu prépares ton pipe. Donc, admettons que le SDR, il doit faire son propre pipe, tu vas aller chercher ses leads, à les qualifier avant de Ouais. les appeler. Est-ce que tu as une recommandation aussi en nombre d'appels à faire par jour ou par semaine, tu vois, ou en nombre de meetings à prendre, quel que soit le secteur d'activité, hein, je te demande vraiment une moyenne, que ce soit B2B, B2C, quelle que soit la verticale ou quels que soient les deals. Est-ce que tu as un peu un standard de ce que tu veux en général pour te dire que OK, bon, là, il a passé ces 2 semaines, 1 mois. Maintenant, il est censé être prêt. Voilà ce qu'il est censé pouvoir me délivrer en termes de rendez-vous pris et fait. Tu vois, est-ce que tu as un peu cet Alors, je average? vais t'en donner, même chose, je vais t'en donner un pour répondre à ta question. Mais après, je vais t'expliquer la logique que je donne à des Ouais. managers pour qu'ils sachent vraiment comment se placer et à des commerciaux au passage. Je vais te donner tout secteur confondu. Donc là, vraiment, c'est vraiment pour juste répondre à la question. Je vais te dire qu'il faut 12 rendez-vous par semaine. D'accord? Et je vais te dire que il faut passer en moyenne, en tant que sédentaire, 150 appels minimum. OK. Semaine, Non, jour. jour. D'accord? Mais encore une fois, tu vois, là, il y a des gens qui nous écoutent qui disent attends, mais moi, je peux même pas passer 30. L'autre qui me dit mais moi, je peux en passer 1000. Bon, ça, c'est pas possible. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est des stats que j'ai eu sur. Je te mélange plein d'entreprises. Mais c'était des commerciaux sédentaires. Et c'était sur de l'élevage. D'accord? Sur du terrain, je te dirais qu'un très bon ratio, c'est 10. Parce que c'est 2 par jour. Et le terrain, les meilleurs vont en chercher 3. Maintenant, je vais quand même te donner une logique. Ton manager te fixe X objectifs. Donne-moi un objectif en chiffre d'affaires quelconque. Vas-y. 1 million. Voilà, 1 million. Tu as 1 million à faire à l'année. D'accord? C'est ça, hein, tu parlais d'annuel, on est d'accord? Non, journalier. Je vends des Airbus. Donc, 1 million. 1 million, tu sais qu'il y a 52 semaines. Sur 52 semaines, tu as 5 semaines out, tu es à 47.
tu en as 2 autres semaines qui sont là. En gros, tu essaies de faire le ratio. Pour moi, tu essaies de partir sur une logique de 38 à 40 semaines d'activité. Tu divises 1 million par 38 ou 40 semaines, ou alors tu fais 5 fois 40, tu as le 200 jours, tu divises 1 million par 200 jours. Ça te fait un chiffre, ok? C'est 5 000 ou 50 000, c'est un gros doute là. Peu importe. Tu le divises par le nombre de jours. En fait, tu vas chercher ton objectif et tu le divises même par mois. On va le diviser par 12. Tu sais que tu as tel objectif à aller chercher par mois. C'est ce que je dis à un manager. Tu sais que ton taux de closing, il est de 40. Un bon taux de closing peut être de 40 sur plusieurs activités que j'ai pu croiser. Donc, c'est là où tu dois te dire, OK, je vais signer que 40%. 40% vont me faire 1 million. Ça veut dire que je dois avoir 2,5 millions dans mon pipe. Si je veux aller chercher ce beau score de 40%. Pour avoir 2,5 millions, il faut que j'ai… Walter, question. C'est Oui. hyper intéressant. Ton 40%, il est sur de l'inbound ou même sur de l'outbound? Ah, très bonne question. Très bonne question. Sur de l'inbound. Ok, ouais, parce Sur que sur l'outbound, l'outbound, je te mettrais 25. C'est énorme. 20, Ouais. 25. Ok. Très bonne question. Bravo. Les gens qui… Parce qu'on va avoir tout secteur d'activité qui peut regarder cet épisode. Donc, on va partir sur le 40 ou le 25. Tu sais que 25% des clients, tu vas les signer. Donc là, ça veut dire qu'il faut 4 millions dans le pipe. Et en fait, réfléchir comme ça t'amène à un point de détail, c'est que tu ne peux que exploser tes chiffres parce que tu vas générer beaucoup plus de chiffre d'affaires en ayant le projet d'aller en chercher beaucoup plus dans le pipe. Donc, 25%, ça fait que tu dois avoir 4 millions. 40% si tu es sédentaire, ça veut dire que tu dois en avoir 2,5 millions. Tu sais que tu as X mois, tu as X truc, tu as X truc. Tu sais que pour avoir ce chiffre d'affaires-là, il te faut, allez, on va partir sur les 1 million que tu disais tout à l'heure, ou les 2,5 millions, on va rester sur 2,5 millions, comme je disais. Pour avoir 2,5 millions, en moyenne, le panier moyen d'un client, c'est 300 000 euros. C'est une bêtise, d'accord? Ça veut dire qu'il te faut 8 fois 3, 24. Ouais, c'est ça. Il te faut 9 interlocuteurs, 9 clients qui signent. Donc, 9 clients qui signent, ça veut dire qu'en vrai, tu dois aller en chercher 22. Donc, il faut que tu aies 22 interlocuteurs avec qui tu discutes pendant l'année. Et c'est ça que j'explique aux commerciaux, c'est pour avoir ces 22. Vu que tu arrives à avoir que 10% sur les personnes que tu appelles, ça veut dire que tu vas devoir en appeler 220 pendant l'année. Là, on parle du haut dirigeant, parce que 220 dirigeants. D'accord? Tu vois un peu cette logique, peu importe les chiffres que j'ai pris, c'est les ratios qui comptent. Et moi, c'est ça que je faisais, c'est-à-dire que je me disais au porte-à-porte, il faut que je tape tant de portes parce que je sais que j'entre chez 12% des clients. C'est faux, le chiffre est faux, je l'invente à l'instant. 12%. Je sais que quand je travaillais chez Wall Street English, il fallait que j'ai tant de clients par jour pour avoir tant de signatures, pour avoir tant, et j'explosais les chiffres, justement ça. Donc, je te dirais juste, et un raisonnement chiffre, et après, tu travailleras ta technique. Parce que les chiffres ne mentiront pas, les chiffres t'aideront. Aujourd'hui, on est très, très, très bien placé dans le monde du commerce en France sur la data. Attention à ne pas devenir trop un manager data, c'est à chaque individu de se manager lui-même en data. Mais voilà ce que je te dirais. Et admettons que, donc là, je suis SDR, hein, j'ai eu mes 40 meetings au mois. On sait qu'il y a beaucoup de no-show, donc ça peut être 20, 30, 40% même parfois, hein, ce qui est un peu haut. C'est quoi ton conseil top pour éviter les no-show? Parce que c'est bien de prendre un rendez-vous, mais si la personne ne se pointe pas, c'est qu'il y a une problématique peut-être dans le pitch ou dans le type de lead qu'on a décidé d'appeler. Qu'est-ce que toi, tu fais pour limiter les no-show? Alors, il y a plein de choses, mais déjà, je vais te dire un truc. Avant de chercher qu'est-ce que tu dois faire de mieux, regarde la moyenne de tous les autres sur les no-shows. Parce que ça se trouve, tu es mieux. Ça se trouve, ton 40% de no-shows, les autres, ils en font 70. Donc déjà, avant de chercher à se remettre en question, valorise aussi ce que tu fais de bien. Ensuite, ce que je te recommande, je suis à fond, les sujets que tu soulèves, ils sont géniaux. Ensuite, le concept du no-show, c'est quoi? Je te donne un exemple. J'étais la semaine dernière en physio-coaching, ce qu'on appelle des télétrainings, et j'étais avec les personnes et moi, je les challenge à la fin sur à quel point tu confirmes que j'ai bien reçu l'invitation. Et j'ai vu des commerciaux faire des trucs qui, moi, m'ont inspiré en termes de transmission, mais moi, je faisais d'une façon, je vais te la partager aussi. C'est qu'en fait, les gens, ils s'assurent que la personne ait bien reçu l'invitation. D'accord? Et j'ai même vu un commercial faire un truc, ça m'a laissé de bouche bée. Chelou, ça m'a laissé de bouche bée. C'est drôle. Ouais, c'est plus sympa que d'autres, mais bon. Ça m'a laissé de bouche bée parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un ouf de faire ça, et c'est exactement ce qui fait que ça marche. Il a dit, quel est le pourcentage de chance que je vous vois à ce créneau-là? J'ai dit, mais jamais de la vie tu fais ça, tu soulèves un truc. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un ouf. J'ai vu ses scores de no-show, c'est celui qui a le moins de no-show de la boîte. Okay.
Et juste parce que c'est drôle de poser cette question dans la tête de certains qui se disent Ouais. OK, je vais. Et ben, ils se disent allez, je vais venir. Et donc la personne dit non, non, je vous assure, à 100%, je serai là. Et lui, il me dit, parce que ça, je ne l'ai pas vu faire, il me dit quand la personne ne vient pas, je l'appelle ou j'envoie un email, je dis vous m'aviez dit 100%, je l'ai noté. Hein. Et ça fait extrêmement sourire les gens au téléphone, me dit-il, parce que ça, je ne l'ai pas vu. Moi, je vais t'expliquer ce que je faisais. Tu vois, la technique que j'ai, c'est même pas moi qui l'ai mis en place ou développé ou travaillé. Je vais t'expliquer une technique que je faisais, c'est que moi, quand j'avais les personnes au téléphone, je leur donnais ensuite mon numéro de téléphone personnel avant de raccrocher pour leur dire si vous êtes dans les parages et que vous, parce que moi, c'était des rendez-vous physiques qui venaient jusqu'à moi, hein, c'est-à-dire que il y a même une notion de déplacement de la part de l'autre. Je leur disais, je vous mets dans la signature d'email là, que vous allez recevoir, vous l'avez reçu, c'est bon, ouais. Je vous mets en plus mon numéro de téléphone personnel. Vous êtes dans les parages, vous êtes perdu, plutôt que d'appeler le standard, ils vont vous passer, vous allez attendre, vous m'appelez direct et je vous guide et je viens vous chercher en bas. Personne ne faisait ça. Je ne sais plus si j'étais le meilleur ou pas en show dans ce cas-là. Mais en tout cas, j'avais aucun problème sur mes rendez-vous. Et l'expérience que je te parle par rapport à ce rendez-vous, parce qu'au porte-à-porte, je ne fais pas de no-show au show, hein, mais sur une autre expérience qui sont des belles expériences dont j'aime parler, j'ai fini meilleur commercial France et meilleur commercial monde en ayant ce type de technique juste pour la partie que tu m'as demandé. C'est génial. Je te mets un petit cœur. Donc, j'aimerais donner un truc qui puisse être utile à tous parce que si ce n'est pas un rendez-vous physique, les gens ne vont pas se projeter. Si c'est un rendez-vous visio ou téléphone, moi, je serais le commercial lambda, je préparerais un SMS automatique avec bonjour, je rajouterais le prénom à la main, ça prend 3 secondes. Bonjour Dorian, on a rendez-vous dans 5 minutes, est-ce que c'est bon, vous êtes prêts? Et tu l'envoies. Et tu vois que tu as des réponses, et même les personnes, des fois, elles avaient oublié, et elles se disent, c'est bon, je me rends dispo. Et hop, tu l'as gagné celui-là, il n'est pas perdu. Et je te dirais enfin une autre chose, c'est que si tu le fais par visio, c'est de programmer, suivant ta messagerie, un email automatique quand tu envoies l'email de confirmation 1 heure avant. Parce que tu peux tout faire à la main, tu n'as peut-être pas besoin. Après, tu vas voir ton chef, tu dis, il dit, comment ça se fait que tu n'as pas tant de no-show que les autres? Tu lui montres, il va prendre un outil IA, il le fait pour tout le monde. Soit celui qui va porter les projets qui vont apporter du bien à toute la boîte. Okay. Ouais, hyper intéressant. Là, j'ai envie de t'entendre maintenant du côté manager. On a fait côté opérationnel, j'ai envie de t'entendre côté manager pour savoir qu'est-ce qu'il doit mettre en place. Et donc, la première question que j'ai, où j'ai envie de t'entendre, c'est tu prends une équipe en tant que nouveau manager, c'est quoi les 3 premières choses que tu dois mettre en place pour être sûr de réussir? Alors, tu dis mettre en place, je vais mettre une petite subtilité sur la première. La première, c'est de faire leur job quand tu démarres, si tu peux. Ça, c'est souvent les startups. D'accord? Dans les PME ou les grands groupes, ce n'est pas quelque chose de... Mais en tout cas, soit de faire de l'immersion avec eux et de leur dire « Je veux voir à quoi correspond votre travail. Je connais, j'ai fait, OK, mais je veux voir à quoi correspond votre travail. » Et en fait, c'est un gros gage indirectement d'humilité. La première chose à faire, c'est de comprendre ce que font tes gars. Parce que si tu ne vas pas dans ce sens-là, tu as des chances que eux, entre eux, après, quand tu n'es pas là, ils disent « Ouais, mais en même temps, il ne sait même pas ce qu'on fait. » Quand j'entends ce commentaire, mais moi, ça me fout hors de moi quand j'entends comme ça, de manière, il ne sait même pas ce qu'on fait. Il nous donne des consignes, il n'a aucune conscience de ce qui se passe. Pourquoi? En plus, quand ils vont te sortir leurs vieilles excuses, parce que je l'ai fait aussi, on l'a tous fait, mais ouais, ça ne répond pas, les leads, ils ne sont pas de bonne qualité, et j'en passe. Toi, tu vas pouvoir leur dire, tiens, c'était exceptionnel, parce que quand j'étais avec toi, les leads étaient géniaux quand même. Et en fait, tu vas pouvoir aussi les malaxer dans le sens du OK, mais là, tu me parles du 1%. OK, il y a 99%, ça se passe bien. Donc, la première chose, c'est l'immersion qui va prouver de l'humilité. La deuxième chose que je mets en place, c'est que je passe 2 semaines à comprendre tout ce qui se passe en termes de data pour avoir un référentiel et pas de prendre la data qui se passe, qu'on va te donner quand tu démarres. Moi, je veux comprendre les chiffres, je veux les suivre. Dans une ancienne expérience, j'avais fait ça. J'avais demandé à mon assistante, j'avais une assistante pour l'équipe, je lui ai demandé, à chaque heure, je veux que tu me dises combien de dossiers l'équipe a fait, qui a fait quel dossier. Et donc, j'avais les tableaux de tout le monde pendant 2 semaines, créneau heure par heure. D'accord? Et elle l'a très bien fait, je n'ai pas de sujet, c'est une bosseuse. Moi, ça m'a permis aussi de leur parler de « j'ai vu ce que tu as fait, mais en plus, j'ai suivi pendant 2 semaines ce que tu as fait ». En termes de Walter, il nous prend au sérieux après, chacun son moment pour boire de l'eau. En termes de Walter, il nous suit, il est vraiment là pour comprendre ce qu'on fait, c'est génial. Et ensuite, tu leur dis, voilà, moi j'ai compris comment vous dites, moi je veux vous aider à grandir, mais moi il va falloir que je gère maintenant toute l'équipe. Donc dans la logique de tout le monde, c'est, ah ben oui, c'est vrai, tu es le manager, tu vas faire le même boulot que nous.
c'est de leur montrer. La troisième chose, c'est de faire une réunion avec chacun en individuel une fois que tu as fait tout ça et de leur demander d'erase ce qui s'est passé avant toi. Parce qu'ils ont des amertumes, certains. Il y a des choses. Tu leur montres que tu es un humain, en fait. Et moi, je suis tellement dans la relation que les 3 trucs que je te parle, c'est vraiment de la relation. D'accord? Même si je t'ai parlé de data, le but, c'est de pouvoir échanger avec eux et de leur dire, voilà, tu vois, le jeudi, dans l'équipe, la moyenne, elle est haute. Le jeudi, c'est vrai que c'est un jour où tu relâches peut-être. Pas de souci. Tu as le droit, ça fait partie du jeu. Je voulais juste que toi, tu le saches. Moi, je le sais, OK, mais je voulais que toi, tu le saches. Et je te reproche rien, je ne te cherche pas de la petite bête, je te dis juste. Et en fait, ça leur montre à eux, il est là pour nous comprendre. C'est tellement important. Après, fais ton job, fais ton truc, fais ce qui… Et la dernière chose que je dirais, mais celle-là, elle n'est pas facile. Moi, je n'étais pas carriériste aussi bien dans l'armée que dans l'entreprise. Si je pouvais grimper, bien évidemment, j'avais de l'ambition, mais je n'étais pas carriériste. C'est-à-dire que je n'aurais pas vendu quelqu'un pour réussir. Et j'ai des exemples, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je te demande pas de nom. Je pourrais ni le nom ni la boîte, mais je te donne un exemple. À l'armée, et je le fais souvent, je le mets souvent sur des posts sur LinkedIn, ce qui m'a valu d'avoir les soldats de mon côté. La première année, c'était pas ça du tout. Hein. Je te jure, j'étais pas dans la bonne posture, et eux, ils en profitaient aussi, et ils avaient raison, j'aurais fait pareil. Mais dès la deuxième année, en fait, c'est passé un truc, il y a mes soldats qui ont fait une grosse connerie, et en fait, j'ai été voir le capitaine, j'ai dit que c'était moi. Le capitaine, c'est très bien, c'est un ami aujourd'hui, on s'est vu à Rennes il y a encore moins d'1 an. J'ai été là-bas, je lui ai dit, viens, on va boire un verre. On a été boire un verre au Mama Shelter, pour ceux qui connaissent. On a été boire un verre là-bas et il m'a encore dit, hein? Non, c'était pas toi. Hein. J'ai dit, si, c'était moi. Bon, là, maintenant, il le sait. Mais j'ai couvert mes gars. Et mes gars l'ont su. Et en fait, de montrer que tu es là pour les défendre, c'est-à-dire, le directeur commercial de Nespresso m'a dit il n'y a pas longtemps, tu mets ton gilet pare-balles. Ah non, c'est pas lui, c'est un autre. Tu mets ton gilet pare-balles et toutes les balles, tu te mets sur la trajectoire, tu fais ta danse du ventre et tu empêches la balle de passer. Et tu évites de la prendre dans la tête aussi, ça peut être douloureux. C'est ça un manager. Donc, tout ce que je vous ai demandé, c'est juste de montrer à quel point vous voulez prendre soin d'eux, vous voulez les aider à grandir, que vous êtes prêts à ce qu'ils prennent votre poste, parce que s'ils prennent votre poste, c'est pour que vous alliez plus haut aussi, forcément. Et dernière chose, protégez-les. Pourquoi? Ils ne se livreront pas. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, mes soldats, et j'ai compris cette phrase de « je suis prêt à prendre une balle pour mon chef ». Moi, j'étais prêt à prendre une balle pour mes soldats. Voilà, le meilleur conseil que je puis te donner, c'est… En fait, moi, ce qui me gêne, c'est que je te dis ça et ça paraît tellement logique à mes yeux, mais quand je vois des gens carriéristes qui défendent leur peau pour grandir, tu peux grandir de la même façon, voire mieux, juste en montrant que tu protèges les autres. Parce que ton chef, il va voir que tu es comme ça. Ça peut même l'inspirer lui s'il ne l'est pas. Mais surtout que, en fait, ce qui va se passer, c'est que tes soldats, tes managers, ils vont faire ça avec toi. Si tu n'es pas là, en fait, ils poussent sur les côtés, toi, tu tombes au milieu. Voilà, bon, j'en ai assez dit. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est top. Et à contrario, c'est quoi la pire erreur que tu as pu voir? Alors, je te demande pas le nom de la personne, pas la boîte non plus. Mais est-ce que Non, tu as mais je vais te déjà partager vu la mienne. une Je vais te vraie partager erreur? la mienne. Ouais. Parce que en plus, tu me demandes de ne pas donner le nom. Je te dis, il y a une devise à l'armée dans les transmissions, c'est pas de nom à la radio. Donc, tant mieux. Une erreur que j'ai pu faire moi, ouais, j'en ai fait une, c'est de penser à ma gueule. Je te donne un exemple basique, mais qui est extrêmement exploitable dans la vie entreprise. Le gars qui gérait à l'armée la partie popote, donc la popote, c'est cafette, c'est la bouffe, c'est tout ce qui fait qu'on va se nourrir, c'est mon meilleur pote, je suis son témoin de mariage. Et Romain, il dit, tiens, je vais aller aux approvisionnements. Par quand comment ça, je connais. Je lui dis, tu es avec toi. J'y vais, je m'achète mes trucs, mes balistos, voilà, c'est un truc que je mangeais beaucoup avant, maintenant moins, il a fallu perdre du poids. Ah, j'aime bien les basilistos, les jaunes. Oh, j'allais le dire. Les violets, c'est une tuerie, les fruits des bois. Mais le jaune, c'est une tuerie, le miel. Bref, n'ouvre pas cette porte, je ne peux pas en manger en ce moment. Mais c'est moi qui l'ai ouverte. Romain, il me dit, je vais aux appos, je vais avec lui, j'achète des trucs pour moi et on revient. Et donc, je ramène mes trucs et je passe devant mes soldats et devant un autre sergent. Et il me dit, ah, trop bien, t'as pris des trucs pour nous? Je dis, non, désolé, non, j'ai pris que pour moi. Il regarde devant tous les soldats, il fait, ah, t'es comme ça? Il dit, t'as vraiment été faire des courses, tu t'es même pas demandé si nous, on voulait quelque chose. Et c'est extrêmement exploitable dans la vie privée, hein, dans le monde d'entreprise privée. Et je te jure, je pose mes trucs, je fais demi-tour, ça a tellement fait mal dans ma tête, pas qu'en termes d'image, en termes de valeur. J'ai été voir Romain, je lui ai dit, reprends la P4, c'est le véhicule, je veux qu'on aille tout de suite faire les courses, il faut absolument que j'aille faire les courses. J'ai été acheter des tonnes de trucs pour les gars, je suis arrivé, j'ai fait, servez-vous, prenez ce qui vous va.
Et là, les soldats et le sergent en question, le soir, ils sont venus me voir, ils m'ont fait un check et ils m'ont dit « Merci d'avoir compris la leçon ». Et bien, comment c'est exploitable dans la vie pro, dans la vie entreprise? Quand tu fais des réunions et qu'on discute de plein de trucs stratégiques et que toi, tu décides parce que tu penses pour les autres, la pire erreur que tu puisses faire, c'est de ne pas solliciter l'opérationnel, de ne pas leur demander à eux, de ne pas savoir qu'est-ce qu'eux, ils ont envie, comment est-ce qu'ils veulent que ça marche. Parce que sur les 10 idées qu'ils vont te partager, sur les 10, ne me dis pas que sur les 10 idées, il y a 10 merdes. Il y a au moins une idée qui est stylée. Et si tu as la capacité de mettre de côté ton ego, que l'idée ne vient pas de toi, d'être capable de mettre en avant, c'est lui qui l'a emmené, et voilà ce que moi j'ai pensé à ajouter en plus. Si tu n'as pas cette capacité-là, quitte ton job de manager tout de suite. Parce qu'on en entend trop, hein, le mec qui dit que c'est lui qui l'a fait alors que c'était l'autre. Demande à l'opérationnel et mets en avant l'opérationnel que c'est eux qui ont fait ça. Déjà, ils vont être hyper reconnaissants envers toi. Tu les ajoutes, en plus, je te donne un exemple que j'ai fait dans une boîte, c'est qu'il y avait un gars qui avait une idée, j'ai été voir le directeur marketing, je lui ai parlé, il me dit « Ah, c'est une superbe idée que tu fais là ». Il y avait plein de monde autour de nous, je fais « Non, elle n'est pas de moi l'idée, elle est de Glenn ». J'ai dit « Ce qu'on va faire, c'est que prochain meeting, je prends Glenn avec moi ». Et Glenn est venu à la réunion avec nous. Je peux t'assurer que tes collaborateurs, quand tu les sors de prod pendant 1 heure pour donner leur avis, mais c'est fini, ils prennent la balle pour toi quand tu veux aussi. Personne fait ça. Personne fait ça. De ramener un opérationnel dans les discussions importantes. Un jour, je suis en réunion. Le directeur commercial dit « Je vais faire venir le sergent Rosa ». Et il dit ça pour de vrai. Hein. Il dit « Je vais faire venir le sergent Rosa dans la réunion » parce que c'est un ancien militaire, c'est un directeur commercial. Et il dit « On va monter une équipe task force ». Donc, tu connais le nom, tu connais l'intitulé. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un peu une team spéciale du jour au lendemain, tu sais, qui doit décoller, prendre l'avion et partir en Afghanistan dans 7 heures parce qu'ils ont kidnappé un ambassadeur. Donc, il dit « On va prendre l'équipe task force ». C'est une équipe qui va devoir faire un truc comme ça, un peu en soum-soum sous-marin. Tu me crois, je débarque à la réunion, je prends du cirage, je fais ça. Je débarque à la réunion, je dis « Elle est où la guerre ?» Personne n'a rigolé. Ah ouais? Je te jure. Mais moi, ça m'est resté parce que c'est à l'image de la personne que je suis. C'est-à-dire, tu vois, j'y allais pas dans cette ambiance sérieuse. On n'était pas au codir. Arrêtez les gars, arrêtez Il y a juste le directeur marketing qui m'a envoyé un Slack en live, qui s'appelle Johan d'ailleurs, que je salue. Il m'avait envoyé un message en Slack, il m'a dit « T'es le meilleur » ou un truc comme ça, tu vois, cette espèce de message. Mais j'avais fait un bide total avec mes 2 trucs. À la fin, j'étais comme ça, ok, bon, c'est cool, bonne réunion les gars, super. Ouais, incroyable, moi je me serais marré, franchement, c'est génial. Je t'aurais Mais demandé. tu vois, ça, un peu de peinture pour moi. Pour peu, je ramenais le treillis, mais ça partait en cacahuète. Mais tu vois, ça, pour moi, je te jure que ça a eu un impact. Quand je rentrais dans une boîte, j'étais à fond en termes de valeur. Je transpirais l'entreprise. Et tout le monde le voyait, il n'y avait pas de sujet. Ça a eu un impact énorme pour moi parce qu'il y avait le directeur général de l'entreprise dans la salle. Et je me suis dit, ouais, laisse tomber, en fait, on n'est pas du même délire, on n'est pas fait du même bois et ça me fait chier. Tu vois, ça a touché, ça a eu un impact. Ouais. C'est bon, on est en entreprise, les gars, premier degré, stop, arrêtez, putain, vous êtes pas tous... et encore, il y a même des gens de l'ENA qui sont drôles. Tu vois, j'allais dire, vous n'êtes pas tous de l'ENA, les gens d'HEC sont hyper drôles quand tu vois les réunions. Tu vois, et pour moi, en fait, c'est pas une question d'ENA et HEC ou d'école, c'était une question de mentalité d'éducation à ce moment-là. Putain, mais t'as un manager qui débarque, qui fait ça, vas-y, tape un délire avec lui et dis-lui, vas-y, Walter, gagne-nous cette guerre, j'en sais rien, c'est pas ma guerre, tu vois, bref, ça. Mais ça a joué pour moi en termes de capacité à me sentir concerné dans les sujets finalement. Ouais, je pense que ça dépend de la culture d'entreprise. Ça dépend de la boîte, ça dépend des managers, de la direction. Parce que si c'est un peu strict, boring en interne, ils vont pas avoir cette ouverture d'esprit-là. Je dis pas que ça l'était de ce que tu viens de dire, attention, parce qu'encore une fois, moi je m'entendais très bien avec la majorité de gens qui étaient dans la salle. Hein. Vraiment, je me rappelle très bien qui était à cette réunion, encore une fois. Ce que je vais te partager une autre idée, c'est qu'un jour, je dois faire avec ce même directeur commercial qui m'amène à la réunion, qui est un amour, Olivier Mercoux, qui est chez EDF et ENR aujourd'hui, qui est revenu, tiens d'ailleurs, tu vois, il y était avant, il est revenu. Tiens. Et Olivier, un jour, on doit passer un entretien, lui et moi. Je ne sais pas si c'est l'entretien annuel. Il me voit, je suis en polo. Il me dit, tu t'es vraiment mis en polo alors que c'est ta journée entretien? Et je dis, bah oui, Olivier. Il me fait, putain, merde, tu vois bien que ton chef, il est en chemise. Tu sais, c'est comme la pub Wilkinson où le mec se rase les cheveux pour rentrer, pour être pris. Il me dit, fais un effort, merde. Et je ne sais pas s'il est sérieux ou pas, parce que c'est un gars qui a quand même un très bon humour. Tu me crois, j'ai été à je ne sais plus quelle boutique, au pied de la tour Montparnasse, j'ai été chercher une chemise, je débarque à l'entretien en chemise, il me fait, mais non. Et tu vois, cette reconnaissance de l'effort, c'est rien. C'est rien.
Pour moi, ça, c'est des valeurs qui font que tu me gardes et que tu m'attaches. Donc, les managers, allez, reconnaissez chaque petite chose que fait vos collaborateurs, parce que chaque petite, c'est une marche de l'escalier. Regarde la taille du truc à la fin. Voilà. Sur les 7 minutes qui nous restent, Ouais. j'aimerais te poser des questions sur les KPIs, un peu ta vision du sales en 2025. Oui. C'est quoi les 2-3 KPIs les plus importantes à mettre en place en tant que manager? Alors déjà, il y a le taux de transfo, c'est le dernier. Et de quoi tu pars? Tu pars du nombre d'appels envoyés ou du nombre de rendez-vous vers la signature? Chaque entreprise a sa culture, donc adapte-toi à ce que fait ton entreprise. Mais je dirais déjà, c'est le taux de transfo, parce que ça te permet de savoir où sont tes champions et où sont ceux qui ont besoin aussi d'accompagnement, et sachant que les champions ont besoin d'accompagnement. Donc pour moi, c'est le taux de transfo, donc c'est la finalité, d'accord, qui te permet de savoir. Mais en fait, il y en a un qui est extrêmement important, c'est pour moi, mais il est connu de tout le monde, c'est le nombre d'appels passés vers le nombre d'appels qui ont duré plus d'une minute, sans standard. Donc là, il faut avoir l'interlocuteur en direct. Et vous, d'ailleurs, je sais que tu n'es pas là pour citer ta boîte, mais Zelig permet justement d'avoir l'interlocuteur principal. Donc, si tu peux faire ce truc-là d'une minute, je ne suis pas sponsorisé, il n'y avait pas de... Hein, mais tu sais que j'adore, pour le coup, bref, j'en parle à tous les gens que je rencontre tellement le produit. Si tu arrives à trouver cette stat, pourquoi? Parce que le temps que la personne va rester au téléphone va te témoigner une chose très importante, c'est est-ce qu'il utilise que les calls faciles, ceux que ma sœur et ma nièce signent, ou est-ce qu'il utilise les calls difficiles et il reste dans l'appel? Parce que le temps de durée d'appel, parce que s'il passe, tiens, regarde, on va prendre un autre exemple. Quelqu'un passe 250 appels et quelqu'un passe 150 appels. Tu sais quoi, on va même faire la moitié, ça va faciliter la vie de tout le monde. 300 et 150. Voilà, comme ça on peut diviser par deux. Le 150, il a tant de temps au téléphone. Il a, connerie, 10 heures au téléphone. Le 300, il a 15 heures au téléphone. C'est normal que le gars en passe 150 parce qu'il passe plus de temps avec les gens au téléphone. L'autre en passe 300, mais il passe moins de temps avec eux. Donc il y a ça qu'il faut aller surveiller parce que j'ai gagné un entretien de recrutement pour être manager il y a quelques années. Le gars débarque avec les chiffres de tous les commerciaux. Il me pose 6 feuilles sur la table. Xavier, il me pose 6 feuilles sur la table. Il me dit, trouve-moi le meilleur commercial. Alors, il est tombé sur quelqu'un qui adore les chiffres. Il ne fallait pas faire ça. Il ne fallait pas faire ça. J'ai juste pris 2 stabilos. Je le regarde, je lui dis, c'est Mégane. Et il me dit, tu es le seul à avoir trouvé que c'était Mégane. Il me dit, comment tu as fait? Je suis parti de cette stat dont je te parle avec le temps au téléphone et compagnie, les ratios. Et en fait, laisse pas les pourcentages qu'il te donne te guider. Va là où le pourcentage n'a pas encore été. Pourquoi? Parce que quand il va falloir défendre ce collaborateur ou quand il va falloir, au contraire, montrer l'impact moins efficace d'un très bon, parce que souvent, on te dit, ce qui fait briller, on va le mettre en avant. Mais l'autre, là, tu le vois transpirer, tu le vois arriver à 8 heures, partir à 23 heures, tu le vois bosser chez lui une fois qu'il rentre du travail. Toi, tu n'as vu que la journée où il était là, où tu as l'impression qu'il a pris 4 pauses. Ouais, sauf que le temps qu'il a pris en pause, il le réintègre largement quand il bosse chez lui. Donc, regarde le ratio de celui qui se bat, parce que je peux t'en passer 300 appels. Dès qu'un client me dit non, je raccroche. Par contre, celui qui lui dit, le client qui dit non à l'autre, et qui dit, mais écoutez, monsieur, c'est vraiment intéressant, et qui arrive à le projeter, qui se bat, qui est tenace, et qui au final ne signe que 7 contrats quand l'autre en signe 11, bravo, tu as signé 11 contrats. Non, tu es beaucoup moins efficace que celui qui en a signé 7. Donc, je vais aider celui à en signer 7 à être beaucoup plus efficace pour qu'il en signe 13. Donc, moi, la stat que je dirais, c'est arrêtez de regarder les pourcentages qu'on vous donne. Il y a des gens qui ont réfléchi avant vous. La data ne s'arrête pas uniquement à ce qu'on te donne. Elle s'arrête à ce que tu dois comprendre. Et pour le comprendre, c'est mon deuxième conseil que je t'avais donné tout à l'heure, suis la data semaine par semaine, jour par jour, et va voir comment la personne bosse. Voilà, donc le meilleur truc que je puisse te dire au niveau des data, c'est ça. C'est vraiment fais les ratios toi. Et en 2025, est-ce que tu as vu quelque chose de différent dans la vente et dans la prospection? Tu vois, est-ce que tu te dis, maintenant, quand tu discutes avec tes commerciaux, tu leur dis, voilà, il faut se mettre à l'IA, vous pouvez automatiser telle et Ah telle oui, tâche, j'allais te dire ça. les chiffres sont en train de changer, les attentes qu'on a sur vous sont en train de changer, votre métier est en train d'évoluer. C'est quoi un peu ton avis dessus? Alors, moi, j'ai vu 2 choses évoluer que tout le monde devrait avoir vu normalement. Une, c'est les attentes.
les attentes vont être très fortement à la hausse de la part des équipes dirigeantes des entreprises que j'ai pu accompagner. Donc déjà, vu qu'il y a l'IA et qu'on facilite le travail, vu qu'on t'ajoute un outil, forcément, il y a une attente derrière. Il y a une attente de résultat parce que l'outil doit t'apporter une rentabilité. Donc, oui, mais est-ce que vous avez vraiment bien formé la personne à l'outil? Est-ce que vous allez voir ceux qui galèrent? Donc, moi, le sujet, il est sur tu as le droit d'avoir des attentes, je n'ai pas de sujet, on est dans le monde pro, mais est-ce que tu lui as donné les bonnes techniques? Aujourd'hui, j'ai été acheter une tronçonneuse parce que je suis conseiller syndical de ma résidence pour aller couper une tronçonneuse. J'arrive chez moi, je n'arrive pas à brancher la tronçonneuse, je les appelle, j'y retourne. M'avait très mal expliqué comment démarrer la tronçonneuse. Je te promets. Et d'habitude, je mets toujours ma façon d'expliquer les choses ou ma compréhension en doute. Il m'avait dit d'appuyer sur un bouton et de baisser le starter. En fait, non, il fallait appuyer sur 2 boutons et baisser le starter. Impossible d'allumer. Je ne savais pas qu'il fallait appuyer sur ce deuxième bouton qui est, à titre d'info, la gâchette qui déclenche la tronçonneuse. Toi qui n'as jamais utilisé de tronçonneuse, vas-y, appuie sur la gâchette. Juste flip quand tu le fais. Donc, tu vois, est-ce que vous avez fourni les bonnes choses? Parce que toi, je sais que par exemple, dans tes entreprises ou d'autres entreprises de ce style, ils mettent à contribution une personne qui va l'expliquer. Mais est-ce que vous êtes assuré que ça marche vraiment? Est-ce que la personne qui forme les gens, elle ne le fait pas juste parce qu'elle a 1 heure de visio avec tout le monde et dans 1 heure, c'est bon, merci, au revoir? Ou est-ce qu'elle le fait quitte à rester 1 heure et demie parce qu'elle veut s'assurer que les gens y arrivent? Donc, faciliter. Donc, j'ai vu un truc à évoluer, c'est de moins accompagner l'arrivée d'un outil. Ça, pour moi, c'est très violent aujourd'hui. Je le vois de plus en plus. Vas-y, tu veux dire quelque chose, j'ai l'impression. Non, je voulais juste te demander, tu vois, par rapport à l'apprentissage, ce que tu as pu nous dire, est-ce que toi, tu as des livres ou des vidéos ou des choses qui t'ont vraiment fait progresser ou que tu recommandes fortement pour se développer? Alors, des livres, oui. Il y en a un que j'aime beaucoup et le titre, pour moi, il est très clivant, mais il a été très mal choisi. C'est Comment se faire des amis en 3 minutes ou Comment se faire des amis. J'ai plus le titre exact. Tu l'as ou pas? Tu vois de quoi je parle? Ouais, je vois de quoi tu parles, je l'avais lu, mais il y a longtemps. Enfin, bouge pas. On va juste donner le bon nom parce que c'est hyper important pour les gens qui le comment se faire. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà. Bon, Dale Carnegie, je savais, mais en fait, c'est tellement. Moi, j'ai envie de changer le titre de ce truc-là que tu vois, le titre me bug. Le titre, c'est Comment se faire des amis. Pour moi, le titre, c'est Comment ne pas se faire d'ennemis, qui aurait dû être mis à place. Parce que c'est beaucoup plus agréable à lire l'esquive de la crainte que le positif de la réussite. Donc, je ne remets pas en doute quoi que ce soit dans ce livre, je mets juste en doute le titre, Comment ne pas se faire d'ennemis. Ce titre-là, je suppose qu'il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand tu es dans le monde pro, tu as 2 choses. Tu as les gens dans ta boîte et tes clients. Les 2 pourraient être des amis ou ne pas des futurs ennemis. Sache te protéger et mener ta barque en niveau pro, comme au niveau collègue de l'entreprise et au niveau client. Un autre livre que j'ai lu, sachant que je ne suis pas très livre, mon cher. Donc, quand j'en trouve Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un article. Après, tu as déjà donné un livre en soi. Je vais te donner une vidéo, un extrait. Je vais te donner un autre livre, c'est forcément parce que je l'aime beaucoup. La personne, je te parle de la personne, et du livre. C'est Michael Aguilar et c'est Vendeur d'élite. Michael est quelqu'un de très clivant sur les réseaux. Il fait clivant pour l'image qu'on en a. Moi, je le connais personnellement. C'est un amour. C'est un amour. Je suis sorti d'une opération un jour. L'après-midi même, ils m'envoient un SMS pour me dire comment tu te sens, comment s'est passée l'opération. C'est pas mon père, c'est pas mon frère. D'où il se rappelle de ça? Chaque année, je lui souhaite son anniversaire. Il me fait, mais t'es trop fort. Bref, en plus, je connais l'âge. C'était il n'y a pas longtemps. Je te donnerai le titre Vendeur d'élite parce que pour moi, il partage plein d'expériences différentes de commerciaux. Et donc, tu peux aller piocher. Et il y a Comment vaincre les objections. Je vais te partager maintenant un truc en termes de vidéo qui, pour moi, a eu un déclic extrêmement fort et que j'ai voulu prendre contact avec ces personnes. Et un jour, j'avais même écrit sur un post, si je pouvais prendre un café ou manger avec cette personne, je le ferais. C'est Julien Pellabert, qui est l'expert numéro 1 en France de la négociation. Tu vas sur YouTube, tu tapes Julien Pellabert TEDx. Ça dure 15 minutes. Il te met une masterclass de négociation et de logique. Il faut vraiment aller au-delà du truc. Il te met, moi, il m'a mis une claque et majorité des commerciaux qui m'ont demandé est-ce que tu as un truc à nous recommander, je leur ai dit tu sais quoi, on va le faire là, juste après la pause, on va remonter en énergie avec ça. Et il fait un truc que j'adore parce que je le fais souvent en plus, donc on va croire que je le pique. Il met dans l'extrait 2 chaussettes de couleurs différentes. Je fais tout le temps ça, mais
lui, il y a une anecdote par rapport à ça. Moi, il n'y a pas une anecdote par rapport au fait que je mette 2 chaussettes. J'aime bien ce côté différent. Certains pourraient dire clown, tiens, ça devrait être drôle. Mais j'aime bien ce côté différent de mettre 2 chaussettes. Moi, je suis très à fond en ce moment. J'ai trouvé une boutique à Lille pour y être passé, où le gars vend des chaussettes coton vraiment très stylées. Enfin, vraiment, le truc a l'air vraiment génial. Et cet extrait, il te parle de ça pour être sûr qu'on parle du même extrait, mais il dure 15 minutes. TEDx, attends, si je vais sur YouTube et je tape. Mets-moi dans Tiens, le on va le chat, faire. là, si tu peux. Ah oui, bien J'ai sûr. essayé- Bouge pas, je vais le mettre tout de suite dans le chat. j'ai tapé en même Donc, temps, mais je me suis trompé sur le nom de... Ah là, Julien Julien Pénabert. Pelabert, Je l'ai trouvé, je l'ai TEDx. trouvé, je l'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais, Ouais, je l'ai ça trouvé. dure 14 minutes 50. Mais je te le mets quand même, tu me l'as demandé. Action, réaction. Voilà, il est là. Ah, bien Cet joué. extrait est incroyable. Vraiment. Ah bah tiens, je suis tombé. À 1 minute 43, il monte les chaussettes. Et le sujet n'est pas les chaussettes, parce que ça, c'est un peu son icebreaker, tu vois. C'est un peu une façon de faire rire le public, et ce qui est extrêmement important dans son rôle à ce moment-là. Parce qu'il va parler de choses très sérieuses. Il va parler, en fait, ne cherchez pas le compromis, mais il va parler d'un salarié et d'un directeur qui se sont fâchés. Et ça part au prud'homme américain. Et le directeur l'a appelé pour lui dire « Aidez-moi ». J'en dis pas plus. Ok. Bah écoute, j'ai pris le lien, là, j'ai copié-collé. Je le mettrai également dans le post. En tout cas, Walter, c'était trop cool de t'avoir. Bon, j'ai passé un bon moment. J'espère que les Merci à personnes, toi. quand elles vont nous écouter, ce sera de même, et j'en doute pas. Et j'ai bien aimé l'énergie. Et je te dis à très vite.